Ça faisait longtemps, hein. Pour les explications, ça fait environ 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo. La dernière, c'était la liste de Hussam Hassan, sa toute première liste en vue du tournoi amical qu'on avait organisé dans la nouvelle capitale du Caire avec la Croatie, la Tunisie, la Nouvelle-Zélande ainsi que nous-mêmes l'Égypte. Et je comptais faire, après le premier match qu'on a joué, ce match de demi-finale contre la Nouvelle-Zélande, un débrief. Mais lorsque j'ai entendu les déclarations de Hussam Hassan comme quoi la Nouvelle-Zélande était une équipe avec un level européen et que le 1-0 s'explique par la force de cette équipe, je me suis dit là ça va beaucoup trop loin et ça m'a même dégoûté du football égyptien et je voulais pas en parler. Ça n'empêche que j'ai quand même regardé le match contre la Croatie, ça n'empêche que j'ai regardé du football même de manière générale. J'ai regardé pour le football égyptien, j'ai vu Al Ahly soulever la Ligue des Champions de la CAF, j'ai vu Zamalek soulever la Coupe de la Confédération de la CAF, j'ai aussi regardé des matchs de championnat, l'AC Milan, etc., etc. Mais je voulais plus faire de vidéos parce que l'Égypte m'avait vraiment et profondément dégoûté du football et mine de rien, ça reste quand même un certain temps, ça reste regarder un match, enregistrer, monter, publier, etc., etc. Ça prend du temps et j'avais vraiment plus envie. En fait, j'avais plus la même passion pour le football de par ce que m'avait fait Hussam Hassan. Mais je reviens aujourd'hui parce que d'une part, il y a la Coupe du Monde quand même, il y a la qualification à la Coupe du Monde. Et d'autre part, parce que dans cette relation toxique qu'est l'Égypte, l'équipe nationale égyptienne et moi-même, je peux pas m'empêcher de revenir toujours vers elle. Donc c'est pour ça que je reviens et aujourd'hui, on va donc débriefer le match Égypte-Burkina Faso, 3e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Et le débrief va donc s'articuler sous la forme suivante. Premièrement, les axes positifs et deuxièmement, les axes négatifs avec quelques points d'interrogation parce qu'il y a pas mal de choses que propose Hussam Hassan qui me font pas mal me questionner et qui me font douter de ce qu'il veut faire par l'avenir et qui m'inquiètent aussi pour le coup. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça fait toujours plaisir pour ce petit comeback et c'est parti pour les points positifs. Premier axe positif, c'est relatif à la forme, le stade, les tribunes. Mis à part une tribune qui était un peu vide, le stade était complètement rempli de rouge et ça faisait plaisir. T'avais vraiment l'impression que là tu jouais à domicile parce que j'avais en tête des matchs par exemple contre l'Éthiopie ou contre la Tunisie où tu entendais plus les supporters éthiopiens et tunisiens que tes propres supporters égyptiens. Aujourd'hui, tu étais vraiment dans ton stade, un stade en rouge, le stade international du Caire, le stade de la terreur, et tu le ressentais vraiment, ne serait-ce que sur l'hymne national, quand tu entends le public, quand tu entends tes propres joueurs le réciter avec, mis à part Mohamed Salah comme d'habitude, mais quand tu entends les joueurs le réciter avec tout leur cœur et toute leur âme, tu te dis que vraiment là, tu es vraiment au stade international du Caire, et ça fait vraiment plaisir parce que ça faisait quasiment 2 ans que j'avais pas ressenti ça en Égypte au stade international du Caire. La dernière fois de mémoire, c'était les qualifications à la Coupe du Monde, pareil, contre le Sénégal, le match de barrage aller où le stade international du Caire était à craquer tout en rouge et c'était un truc qui faisait plaisir. Et j'espère qu'on va continuer, que les supporters vont continuer sur cette longueur. Mais pour que les supporters le fassent, faut que de l'autre côté, les joueurs aussi le fassent, que les joueurs aillent vers les tribunes à la fin du match, remercier le public, que les joueurs se donnent à 200% sur le terrain, qui mouillent le maillot. En parlant de maillot, on en parlera aussi dans l'axe négatif, mais qui mouillent le maillot. Bon, pas compliqué de le mouiller, ce maillot Puma désastreux, mais en tout cas, qui se donne à 200% sur le terrain et qu'il fasse en sorte que le public ne soit pas venu regarder le match pour rien. Deuxième axe positif, c'est aussi de la forme, c'est forcément la victoire, c'est les 3 points. Mine de rien, la chose la plus importante aujourd'hui, en ordre de priorité, première chose, c'est la victoire, c'est les 3 points parce qu'on vise la qualification et ensuite on a le fond de jeu, etc., etc. Le plus important a été fait, c'est qu'on a gagné ce match, on a les 3 points, on est rassuré parce que j'ai pas envie de me retrouver dans un groupe par exemple comme celui du Sénégal, du Mali, du Ghana ou d'autres groupes où forcément t'as la boule au ventre, que t'arrives à la 8e, 9e journée, que tu joues sur des incertitudes. Aujourd'hui, l'Égypte, elle joue avec des certitudes. Aujourd'hui, l'Égypte, quand elle va arriver lors des prochains matchs, elle aura quand même mine de rien certaines marges d'erreur que d'autres équipes n'ont pas. Donc c'est quelque chose de rassurant. Ton concurrent direct, en théorie, le Burkina Faso, parce que c'était l'équipe du chapeau 2, aujourd'hui est 3e avec 4 points, toi tu as 9 points, tu as gagné tes 3 matchs, donc tu as 5 points d'écart avec le Burkina Faso. La deuxième équipe du groupe étant la Guinée-Bissau avec 5 points, tu as 4 points d'avance sur elle, donc franchement tu te mets quand même pas mal bien et c'est une bonne chose. Et pour moi c'était le plus important, donc forcément un gros axe positif qu'est cette victoire. Troisième et dernier axe positif, parce que vous le savez, on est sur la chaîne du Petit Pharaon. Le Petit Pharaon, c'est un gars qui parle quasiment que de négatif, pas de positif. On vise l'amélioration, on vise l'excellence. Donc oui, on parle un peu de positif, mais je me concentre sur ce qui est négatif et sur ce qui peut vraiment
causer de gros dommages à l'avenir. Donc troisième axe positif, c'est l'intensité mise en début de match par Houssam Hassan. Je l'ai vu face à la Nouvelle-Zélande, je l'ai vu face à la Croatie, et je l'ai aussi vu aujourd'hui, avant-hier pour le coup, face au Burkina Faso. L'intensité qui est mise en début de match par Houssam Hassan, ça honnêtement j'adore. Alors pour le coup, il y a un axe positif, il y a un axe négatif qui en dépend après, c'est que si tu es intense dès le début, forcément tu te fatigues et tu te relâches à la fin, mais qu'est-ce que c'est incroyable de regarder l'Égypte dès les premières minutes être intense et pas devoir attendre la 80e comme sous l'époque Cooper ou je sais pas qui pour enfin avoir un but de l'Égypte ou une Égypte qui se réveille. Donc ça vraiment gros axe positif. Maintenant il pourrait être encore plus positif si les joueurs étaient beaucoup plus cliniques, parce que contre la Croatie, Moustapha Mohamed a le but du 2-0 et ça peut vraiment changer le match. Aujourd'hui, Imam Achour, il pourrait mettre son but, ça fait 2-0, Trezeguet qui marque 3-0, et ensuite tu as le penalty qui est normalement accordé à, enfin c'est un penalty, là il n'y a pas de débat là-dessus, qui est donné à l'Égypte, et tu te retrouves à la mi-temps avec 4-0. Donc cette grosse intensité, moi je l'adore. Maintenant le truc c'est qu'il va falloir être beaucoup plus tueur dans les buts pour pouvoir vraiment rentrer à la mi-temps avec 2-3 buts d'écart avec l'adversaire et être beaucoup plus serein en seconde période. Et passons maintenant à la partie axe négatif. C'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime le plus parce que j'adore critiquer pour le coup. Premier axe négatif, c'est sur la liste en général, c'est sur la forme de la liste. Déjà 4 gardiens, pourquoi est-ce que tu as besoin de 4 gardiens alors que tu joues que 2 matchs? En compétition officielle, oui nos joueurs sont de très très gros fragiles, et donc oui là je comprends pourquoi est-ce qu'on a besoin de 4 gardiens, mais là tu as juste 2 matchs à jouer, pourquoi est-ce que tu prends 4 gardiens? Quand bien même un joueur se blesserait, comme on a eu par exemple l'exemple de Ahmad Fattour qui s'est blessé, tu as ramené Omar Kamal Abdelwahed, donc même si un gardien se blessait à l'entraînement, là tu pouvais le switcher et en ramener un autre, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Bien sûr, je crois que c'est 48 heures avant de jouer le match, ou bref, il y a des règles, je m'en souviens plus, mais t'aurais pu, là tu gâches une place pour un autre poste, je trouve ça dommage. Deuxième choix de forme, enfin là c'est plus du fond dans la liste. Pourquoi t'as pas pris Omar Kamal Abdelwahed dès le début? Je comprends pas trop ce choix. Pourquoi est-ce que tu prends Ahmad Fattour qui est blessé? Et d'ailleurs Ahmad Fattour, je crois c'est un joueur vraiment sur qui je ne vais plus jamais mettre de l'espoir en sélection égyptienne, même tout court, parce que c'est un joueur qui est H24 blessé. T'as des incertitudes, c'est un peu comme Mahmoud Hamdelouinch, c'est des joueurs tu sais pas s'ils seront là ou pas là, donc il y a vraiment pas mal d'incertitudes. Donc honnêtement Ahmad Fattour pour moi c'est comme s'il n'existait plus en sélection nationale égyptienne. Ensuite par exemple au milieu, enfin oui, tu sais comme Hamad Hamdi est suspendu le premier match, Ahmad Fattour blessé, et tu n'avais aucun joueur pour pallier à ce poste-là. Donc franchement, décision complètement incompréhensible. Ensuite, au milieu de terrain, je ne vois pas l'intérêt d'avoir Ahmed Nabil Kouka. Non pas qu'Ahmed Nabil Kouka ne soit pas bon, il est bon, c'est un très bon joueur, il est jeune, il est prometteur. Mais pourquoi est-ce que tu le ramènes pour le laisser ensuite sur le banc? Donne-le U23, laisse-le préparer ses Jeux Olympiques, mais ne le prends pas pour le gâcher ou potentiellement sur un coup de tête me le mettre arrière gauche. Arrière gauche, oui, je ne comprends pas du tout pourquoi est-ce que tu le ramènes. Ensuite, sur le choix des buteurs, alors pour le coup, sur le choix des buteurs, je suis pas trop d'accord avec lui, mais maintenant lui-même est un buteur, et s'il estime que c'est les meilleurs joueurs qu'il a pris en tant que buteur, je peux le comprendre. Il y a Mohamed Yasser qui joue en Europe, en République tchèque, tu aurais pu le prendre. Il y a Moustapha Ashraf de même, qui est le meilleur buteur du championnat égyptien. T'as pas voulu les prendre pour certaines décisions qui sont les tiennes, que je respecte. Tu es un buteur, pas moi, mais je ne comprends pas non plus. Donc voilà pour les axes négatifs, enfin premier axe négatif relatif un peu à la liste et à la forme et le fond de cette liste. Deuxième axe négatif maintenant, le 3-5-2 de Houssam Hassan. Non pas que le 3-5-2 en soi soit négatif, pour moi j'adore cette composition, elle m'a fait vibrer durant mon enfance avec Hassan Shahat. Aussi aujourd'hui quand je regarde l'Inter de Simone Inzaghi, quand je regarde Antonio Conte avec le 3-5-2, je me dis que dès lors que l'entraîneur et les joueurs maîtrisent cette tactique, pour moi elle est incroyable, c'est l'une des meilleures tactiques jamais vues pour ma part. Mais Houssam Hassan, bon pour le coup on me dira c'est la première fois qu'il l'a testé, ok. C'était un peu brouillon pour le coup, les déplacements des joueurs étaient un peu brouillons, t'avais plus l'impression que c'était un foot entre potes où personne n'avait réellement de poste et où tout le monde bougeait comme il le voulait. Alors si ça se limitait comme Mohamed Salah qui bougeait là où il voulait, qui était l'électron libre de l'équipe, j'aurais dit ok, mais des fois Zizou était de l'autre côté, là où il n'était pas censé être, Mohamed Hani était plus en milieu de terrain.
Donc c'était vraiment brouillon pour le coup. Je pense que c'est une tactique, s'il va la garder pour le coup, c'est une tactique qu'il est en train de travailler. Forcément, la première fois qu'on essaie un truc, surtout contre l'adversaire direct du groupe, c'est un peu brouillon pour le coup et ça semble plus être un échec. Donc je sais pas s'il va rester sur cette idée, mais s'il reste sur cette idée qu'est le 3-5-2 comme ses précurseurs, à savoir Mahmoud El Gouhari Allah yarhamou et aussi Hassan Shahat, va falloir être beaucoup plus rigoureux et encore mieux la travailler. Troisième axe négatif maintenant et deuxième axe négatif, toujours relative au 3-5-2, c'est une question de choix de joueur que je me pose. Si Mohamed Hamdi revient, enfin il va revenir, il sera apte à jouer, il sera plus suspendu. Comment est-ce que tu vas gérer ton 3-5-2? Qui sera ton piston gauche? Aujourd'hui, enfin contre le Burkina Faso, ton piston gauche c'était Mahmoud Hassan Trezeguet. Est-ce qu'à ce moment-là tu vas mettre Mohamed Hamdi piston gauche et ensuite tu enlèves Mahmoud Hassan Trezeguet, ou est-ce que tu replaces Mahmoud Hassan Trezeguet à la place d'Ahmed Saïd Zizou et c'est donc lui qui sort complètement de l'effectif? Donc je m'interroge vraiment sur le choix de certains joueurs. En parlant de choix de certains joueurs, Ahmed Saïd Zizou, j'ai pas trop compris à quoi il servait dans le 3-5-2, j'ai pas trop compris son rôle. Je peux pas en vouloir à un joueur dès lors qu'il comprend pas son rôle. De toute évidence, Ahmed Saïd Zizou, on l'a énormément testé au milieu de terrain. Sous Rui Vitória, c'était pas bon du tout. Enfin, c'était pas que c'était pas bon du tout, mais il n'avait pas son plein potentiel à ce poste-là. Donc moi, ça me laisse vraiment sur ma faim quand je vois le joueur exceptionnel qu'il a en championnat. Ensuite, Mohamed Hani, pourquoi l'avoir mis? Je sais que c'est parce qu'ils estiment que Mohamed Hani est le meilleur arrière droit du championnat égyptien. Ibrahim Hassan en parle souvent, avant même qu'il soit entraîneur, pardon. Il disait que Mohamed Hani c'était vraiment leur joueur préféré, mais dans un tel dispositif tactique, Omar Kamal Abdelwahed est clairement le joueur à utiliser et c'est vraiment un poste fait pour lui. Donc des choix incompréhensibles, ne parlons même pas du choix du gardien qui nous coûte vraiment un but. Alors oui, but potentiellement hors jeu, même Mohamed Echnaoui fait une sortie complètement hasardeuse et ensuite il se mange le but. Est-ce que je peux en vouloir à Mohamed Echnaoui sur la sortie? Oui, je lui en veux parce que c'est clairement ça c'est une faute d'expérience quoi. Enfin, c'est un joueur qui manque d'expérience qui fait une telle faute. Toi avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui 35 ans, tu me commets une telle erreur, pour moi c'est pas normal, mais cependant c'est Hussam Hassan qui l'a mis alors qu'il n'est pas apte à jouer. Donc qu'est-ce que je peux en vouloir à Mohamed Echnaoui? C'est plus à Hussam Hassan qui n'a pas mis Moustapha Choubir. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a choqué lorsque Mohamed Echnaoui s'est posé et qu'il tenait sa jambe. Le gardien qui s'est préparé c'était Mohamed Awad et même pas Moustapha Choubir. Donc là ça me choque encore plus et je me dis mais où est-ce qu'on va? On me parle pas d'un gardien qui n'a pas d'expérience là parce que Moustapha Choubir il a quand même à son actif 3 matchs de finale de Ligue des Champions de la CAF. Il a le match aller contre le Wydad l'année dernière au Caire, il a ensuite les 2 matchs contre l'Espérance de Tunis à l'extérieur et à domicile. C'est un joueur qui a joué quasiment toute la compétition de Ligue des Champions de la CAF où il a fait clean sheet sur clean sheet, aucun but encaissé. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que tu me parles de manque d'expérience là. Pour moi, c'est ce qui me frustre peut-être un peu le plus, c'est que Moustapha Choubir ne soit pas au cage. Quatrième axe négatif relative au changement. Une question qui a été posée, c'est pourquoi est-ce que les joueurs étaient aussi fatigués? D'une part, il y a la condition physique des Égyptiens. Deuxièmement, c'est qu'on est quand même en juin, il y a pas mal de joueurs qui ont joué énormément de matchs. Troisièmement, c'est que dans un système comme le 3-5-2 où tes pistons doivent fournir énormément d'efforts et que c'est extrêmement épuisant, forcément, arrivé à la 65e, ils sont complètement carbonisés. C'est là que les changements sont beaucoup trop tardifs pour Hussam Hassan. Il a quand même procédé à des changements à la 90e en faisant rentrer Ibrahim Adel à la place de Mahmoud Hassan Trezeguet qui devait pour moi sortir au bout de la 65e. Mais aussi, le premier changement, il survient parce que Imam Achour se tient la jambe. Alors, j'ai eu peur honnêtement parce que Imam Achour, quand il se tient un truc, c'est 2-3 mois d'absence. Mais en tout cas, visiblement, ça n'a pas l'air d'être si grave que ça et il sera peut-être disponible pour le prochain match contre la Guinée-Bissau. Mais tu fais ton premier changement parce que tu es contraint de le faire vu qu'il y a un joueur au sol. Donc là, il y a vraiment un problème de changement beaucoup trop tardif. Et surtout, le changement, c'est Imam Achour pour Akram Taufi. J'ai pas du tout compris le choix. Là, je pense qu'on avait plutôt besoin de faire rentrer un joueur beaucoup plus offensif et créatif, Nasser Maher par exemple. Parce que justement, le Burkina Faso voulait à ce moment-là égaliser. Il libérait beaucoup plus d'espace dans leur dos et avoir un joueur beaucoup plus créatif, capable de trouver une brèche dans la défense adverse et faire une passe qui casse des lignes pour nos attaquants, c'était le plus intéressant. Et donc Nasser Maher, pour moi, était le joueur à mettre à la place de Imam Achour et non pas Akram Taufi. Donc voilà ce qui était relatif au changement, des changements beaucoup trop tardifs et des changements de joueurs qui pour moi n'étaient pas les plus adéquats à faire. Et enfin, cinquième et dernier axe négatif, j'en avais parlé au début, c'est sur le maillot. Il y avait Ibrahim Faye qu'on avait parlé lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Nos maillots, déjà premièrement, quand je regarde de la télé,
Je sais pas si c'est parce que moi j'ai une mauvaise qualité de télé ou autre, mais j'ai une plus grande télé dans le salon. Ne pensez pas que c'est celle-là sur laquelle je regardais les matchs. Mais j'ai l'impression que déjà le maillot il est rose, il est même pas rouge. Et deuxièmement, qu'est-ce que les joueurs transpirent dans ce maillot? Je pense pas que, comme Ibrahim Fayed l'avait dit, il y a pas mal d'équipes qui jouaient aussi avec Puma lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde jouait sous quasiment les mêmes températures, sous les mêmes humidités, mais il y avait uniquement les joueurs égyptiens qui avaient le maillot au bout de la 5e minute complètement mouillé comme ça. Et forcément, ça, comme il l'a dit, c'est sur des détails et ça doit être tellement désagréable pour les joueurs de porter un tel maillot, un maillot qui doit peser 1 kg à la fin, ça te ralentit, c'est désagréable. Donc il faudra vraiment que pour nos prochains maillots et même pour les maillots qu'on portait là, il fallait vraiment taper du poing sur la table et dire à Puma, fais-nous quelque chose de meilleur. Je ne sais pas si c'était possible en ce court laps de temps qu'ils puissent nous fournir de nouveaux maillots avec une nouvelle qualité ou de nouveaux... faudra demander à Amour du football pour qu'il trouve vraiment les termes techniques pour cela. Mais en tout cas, c'est vraiment un gros axe négatif et c'est dommage parce que quand tu regardes un match, tu regardes aussi les maillots, tu vois le maillot de l'Égypte déjà, il est rose. Non pas que j'ai un problème avec le rose, mais pour le coup, toi tu l'achètes en rouge, les autres ils l'ont en rose sur la télé. En plus, tu vois, il est tout collant, tout transpirant. Tu te dis que ce maillot, mais j'ai même pas envie de l'acheter. Donc je trouve ça quand même dommage. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo et honnêtement, qu'est-ce que ça m'avait manqué de parler de l'Égypte. Quelle relation toxique. En tout cas, des axes positifs, des axes négatifs, des inquiétudes, des incertitudes, des questionnements. Mais aussi, bon, je l'ai pas dit dans axes positifs, mais il y avait des combinaisons entre les joueurs que j'ai aimé. Ça se voit que ça a été travaillé à l'entraînement, que l'entraînement a été pris au sérieux et que toutes ces combinaisons ont ensuite été mises en pratique lors du match contre le Burkina. J'espère la victoire contre la Guinée-Bissau le lundi à 18h heure française si je me trompe pas. J'espère, comme je l'ai dit sur Twitter, victoire de l'Égypte contre la Guinée-Bissau. Burkina Faso, Sierra Leone, match nul. Djibouti, Éthiopie, le résultat m'importe peu. Ce qui fera que l'Égypte sera première de son groupe avec 12 points et le deuxième du groupe aura seulement 5 points. Ce qui voudra dire que l'Égypte aura 7 points d'avance sur le deuxième à l'issue de la 4e journée et on se mettra très très bien. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, de me dire si vous êtes d'accord avec mes axes positifs et d'en rajouter s'il y en a, de me dire si vous êtes d'accord avec mes axes négatifs et d'en rajouter forcément s'il y en a, de me dire si vous êtes inquiet pour l'avenir de l'Égypte avec Hossam Hassan ou bien est-ce qu'on le laisse continuer. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir sur YouTube. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.